Bonjour, vous m'entendez? Karim Demnati à Besançon. Merci pour vos interventions. J'avais une question pour la directrice du Health Data Hub. J'aimerais que vous m'expliquiez comment vous pouvez garantir la sécurité des données, sachant que c'est Microsoft qui va les héberger jusqu'en 2025. Et comme toute entreprise américaine, elle est soumise aux droits américains et donc elle doit coopérer avec les services de surveillance et de renseignement américains. Donc comment vous pouvez m'expliquer que les données sont sécurisées? Merci. Bonjour, merci pour cette question. Les solutions qu'on utilise sont des solutions cloud qui nous permettent de nous adapter à la grande diversité des données qui sont partagées dans la plateforme. Donc on a des données qui sont extrêmement volumineuses comme des IRM ou des données qui ont des formats très différents. Et donc on a fait le choix de s'appuyer sur des solutions cloud qui permettent du coup d'être élastiques et de s'adapter au cas d'usage. Donc, compte tenu de ce prérequis et des conditions de sécurité qui nous sont imposées dans le contexte de la manipulation de données de santé, on travaille avec l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, depuis 2019. Quand on liste tous les prérequis de sécurité, gestion de clés de chiffrement, annuaire, gestion de droits d'accès, toutes ces questions-là, en fait, l'état du marché aujourd'hui sur les solutions cloud, il n'est pas favorable aux solutions françaises et européennes pour le moment. Donc, je termine s'il vous plaît. Donc, le choix s'est porté sur la solution de Microsoft, mais il faut avoir en tête, parce que ce qui a pu être dit dans la presse est forcément par essence imprécis, puisque le sujet est compliqué et que tous nos dossiers d'architecture ne sont pas partagés. Mais Microsoft, c'est un de nos partenaires technologiques. Donc, on utilise une dizaine de partenaires technologiques. Je peux vous donner un exemple que j'ai déjà cité de la solution Walix, qui est un bastion de sécurité et qui est une société française tout à fait réputée pour ça. Et donc, on intègre ces différentes solutions pour avoir à la fin une architecture parfaitement sécurisée qui a été auditée par l'ANSSI elle-même, qui n'audite pas tous les systèmes d'information, mais qui a accepté donc de faire des scénarios d'attaque sur notre infrastructure avec des extrêmement bons, ils sont extrêmement réputés pour leur capacité à tester la sécurité des infrastructures. Donc, pour autant, on poursuit la volonté de plus de souveraineté, et c'est la position du gouvernement, comme vous le savez sans doute. Donc, on met à jour chaque année notre étude de marché pour voir s'il y a des nouvelles solutions qui émergent. C'est le cas. Depuis quelques temps, on voit apparaître des solutions qui sont souvent hybrides. Si vous vous intéressez au sujet, vous avez certainement dû voir des solutions qui fonctionnent dans l'hybridation de Microsoft, par exemple, avec Capgemini Orange, de AWS avec Thales, de Google également avec OVH ou d'autres. Donc, on voit que le marché se développe et nous, on sera prêts dès qu'une solution parfaitement souveraine, sous réserve de définir le parfaitement souverain, parce que même des solutions françaises s'appuient souvent sur des technologies de socle américaines. On sera prêt à migrer puisqu'on a pensé la plateforme dans une logique de réversibilité, c'est-à-dire qu'elle est redéployable ailleurs, mais à condition que ce ailleurs existe. Pardon, mais il n'y a pas un acteur qui va apparaître comme par magie. Si vous donnez l'argent public à un géant américain, il n'y a pas d'acteur français qui va prendre le dessus, c'est impossible. Alors, je vois votre position. Nous, on travaille avec un intégrateur bien français qui est Open. C'est lui aujourd'hui qui reçoit finalement une bonne partie des financements qui sont dédiés à la plateforme technologique. Donc, on utilise les marchés publics pour soutenir la filière française. Simplement, je pense que vous vous méprenez sur les montants dont on parle pour Microsoft à travers le Health Data Hub versus les besoins de cette filière du cloud. On parle de plusieurs centaines de millions d'euros pour développer des solutions de cloud souverain. Et je ne suis pas, moi, en capacité, avec le Health Data Hub, d'accompagner les acteurs là-dessus. Mais par contre, le gouvernement l'a bien en tête. Et donc, il y a toute une stratégie d'accélération du cloud de confiance qui a été mise en place, notamment l'année dernière. Et vous avez un consortium, par exemple, qui s'appelle Clearop, qui s'est monté avec des solutions souveraines, qui a répondu à un AMI assez similaire à celui de la stratégie d'accélération santé numérique, mais sur le volet cloud. Nous, on est partie prenante de cette initiative en tant que cas d'usage pilote. Donc, on soutient les acteurs comme on peut. Mais moi, directrice d'une structure qui vise à accélérer la recherche en santé, si vous voulez, je ne peux pas être en charge de la stratégie nationale du cloud de confiance. Dommage.
Bonjour, François Pierson, médecin généraliste à La Réunion. Vous nous avez parlé des outils numériques et vous avez insisté sur la nécessité de performance et de fiabilité. Est-ce qu'un organisme va s'occuper de l'agrément de ces outils numériques? Est-ce que l'HAS, ça fait partie de ses missions? Alors, merci de votre question. C'est une question extrêmement importante vu le développement des outils actuellement. Eh bien, justement, le travail que nous sommes en train de faire, c'est tout n'a sûrement pas besoin d'être évalué. Quand vous avez un logiciel de rendez-vous, bon, voilà, il y a des évaluations assez simples qui peuvent être faites. Il peut y avoir des référentiels. Par contre, quand il s'agit d'outils qui vont influer sur votre décision médicale, et en particulier quand ils comprennent l'intelligence artificielle, on voit bien que là, il peut y avoir des enjeux pour la qualité des soins pour votre patient. Et c'est cela sur lequel nous sommes en train de travailler actuellement. Il n'est pas envisageable d'évaluer toutes les solutions numériques comme on le fait par exemple pour les dispositifs médicaux remboursés par la Sécurité sociale aujourd'hui, mais on doit trouver justement collectivement les façons dont on peut faciliter le choix par les professionnels. Peut-être qu'il y en a qui devront être évalués in extenso, ceux qui ont le plus de risques pour les patients, mais pour le reste, justement, tout le travail actuel, c'est de comprendre les enjeux et de voir quelles sont les solutions proposées pour accompagner l'utilisation par les professionnels. Parce qu'évidemment, in fine, après, vous êtes responsable des soins que vous donnez, quel que soit le logiciel utilisé. Si je peux me permettre juste un petit complément. Il se trouve qu'à l'université de Nice et avec l'université d'Aix-Marseille, on a travaillé justement sur des outils d'évaluation des applications mobiles en santé qui comprennent une évaluation par le médecin et prescripteur potentiel de l'application mobile et une évaluation par les patients qui utilisent des outils qui ont été notamment proposés par l'HAS en termes de grille d'évaluation, qui c'est la grille Mars et UMars. Et c'est vrai qu'on souhaiterait, nous aussi, dans le cadre du portail mis en place par Mon Espace de Santé, que les applications qui sont mises à disposition bénéficient d'une évaluation pour un service médical rendu digne de nos attentes. Donc, en tout cas, on est tout à fait disposé à travailler à ça avec vous, et y compris pour les outils d'aide à la décision. Pauline Jean-Mongin est peut-être dans la salle, mais on travaille justement à une grille d'évaluation de ces applications qui sont très souvent développées par des internes de médecine générale dans le cadre de leur thèse, comme ça a été le cas pour Antibioclic qui a été présenté là. Mais donc, je pense qu'il y a des ressources chez les généralistes aussi sur ce point-là qui sont majeures. On est très preneur. La mission numérique en santé de la HAS travaille avec tous les CNP. N'hésitez pas à prendre contact avec nous, parce que voilà, il faut qu'on se nourrisse de toutes ces expériences. Évaluer toutes les solutions numériques comme les DDM ou les médicaments, il faudrait juste un service d'une taille, et puis ça évolue trop vite. Le renouvellement, l'évolution rapide de toutes ces technologies ne permet pas. Donc il faut qu'on ait des référentiels, il faut qu'on ait des moyens, qu'on trouve ensemble, collectivement, les moyens de s'assurer que ceux que vous allez utiliser sont bien pertinents, de qualité, et qu'ils améliorent les soins aux patients. Bonjour, merci beaucoup pour ce projet très structurant pour la discipline. J'ai une question pratico-pratique. Pour avoir un projet sur le SNDS, les accès sont vraiment très complexes, longs et parfois même souvent très démotivants. Je voulais savoir si dans ce projet P4DP, justement, il y avait un engagement pour une procédure plus souple, moins longue, qui éviterait que les données se périment aussi dans le temps et qu'on soit un peu démotivé. Surtout si les CPTS s'engagent aussi à pouvoir développer des projets de recherche. Alors, oui, en effet, je vous confirme que c'est pas évident d'accéder aux données. La procédure n'est pas toujours très claire, surtout quand c'est la première fois qu'on dépose un dossier. Du côté du Health Data Hub, en général, on a vraiment essayé de développer des kits pédagogiques, à la fois pour que ce soit beaucoup plus clair quelles sont les pièces qui sont attendues par les différentes instances de la gouvernance nationale, donc le comité éthique et scientifique d'une part et la CNIL d'autre part. C'est pas tout à fait terminé, hein. Par exemple, en ce moment, on a des échanges avec la CNIL sur tout le volet RGPD, AIPD, homologation, pour vraiment réussir à simplifier les documents et que ça prenne le moins de temps possible pour les porteurs de projets qui veulent juste réaliser, entre guillemets, leur projet de recherche.
Mais ensuite, oui, je pense qu'au niveau des partenariats qu'on peut avoir sur des grosses bases de données, donc que ce soit un entrepôt de données de santé dans un établissement de santé ou P4DP, il faut qu'on ait quelque part des déclinaisons de ces kits-là qui font que ce soit beaucoup plus facile pour les acteurs ensuite, quelque part, de développer leurs projets et qu'on soit en train de construire des usines à projets et qu'on ne mette pas 2 ans pour chaque projet. Sinon, l'investissement qu'on réalise collectivement n'a pas beaucoup de sens. Merci. L'idée, c'est d'être vraiment dans cette dynamique de capitaliser. Et ce qui prend, parmi les choses qui prennent beaucoup de temps, ce qui prend beaucoup de temps, c'est l'appariement. Et donc là, finalement, on aura une cohorte de patients de médecine générale directement à Paris et au SNDS, pour lesquels, en fait, il n'y aura pas cette demande à faire et qui pourra donner lieu à plusieurs projets. Donc, en espérant que dans ton environnement, un maximum de médecins généralistes participent à P4DP, ce qui serait formidable, eh ben, vous pourrez bénéficier aussi de l'appariement au SNDS dans l'idée. On va passer à gauche de l'amphi. Bonjour, c'est Monique Anagoye, généraliste à Fontainebleau. Je voulais vous demander quelles sont les 15 villes qui sont incluses. Je suppose qu'ils sont déjà au courant parce que je suis très enthousiaste que finalement le projet plateforme qu'on nous a présenté en 2018 à Nice, ça prend forme. Et quel est le cadre légal ? Par exemple, si dans notre MSP, on serait tous favorables, ça se présente comment envers les patients et pour nous? Surtout, on est une MSP, donc il y a d'autres professionnels. Quel est le cadre? Donc les 15 villes, et quel est le cadre? Merci. Alors pour les 15 villes, je ne veux pas faire d'erreur. Ce serait vraiment dommage. Mais je peux vous dire que, alors évidemment, pour l'instant, il y a Rouen, Nice, Montpellier, Créteil, Paris. Alors du coup, Paris c'est toujours un peu compliqué parce qu'il y a PIFO. Donc c'est oui PIFO, UVSQ, ouais, pardon. L'Université de Paris. Université de Paris. Lille, Rennes, Nantes, Tours, Angers, Bordeaux, Toulouse, Clermont, Lyon. Merci. Vous pouvez répéter la dernière partie de votre question, excusez-moi. Et ce sont les DMG ou c'est la ville même? Alors, en fait, comme je vous l'expliquais, en fait, l'idée, c'est de s'adosser sur des structures qui ont déjà un fonctionnement, si vous voulez. Donc nous, on rajoute des moyens via le projet P4DP sur des structures qui tournent déjà. Si en fait on devait créer ex nihilo une structure de coordination, ça demanderait encore plus de moyens que ce qu'on a. Et donc l'idée, c'est plutôt de rajouter des compétences. Donc on s'appuie sur les DMG, mais pas du tout pour ne recruter ou de ne permettre à des médecins participants que ce soit que des universitaires de médecine générale ou des maîtres de stage. Ça se veut être un endroit qui permette à tous les médecins généralistes de participer au réseau dans la zone d'influence en fait, de cette ville universitaire. Oui, parce que nous, on est très au sud on est en sud 77, ce qui est à 60 km de... On va trouver un moyen. Ok, Vincent. Et la deuxième partie, c'était le cadre. Le cadre, si on fait ça dans un cabinet, est-ce qu'on dit aux patients que nos données... Alors, j'y vais ? Oui. Donc il y a deux choses. Il y a, quand vous rentrez dans le projet, pour l'instant, si tout se passe bien, on devra avoir une dérogation sur la récupération de l'antériorité des données concernant les patients que vous avez déjà suivis. Ça ne dispense pas d'une information sur un site internet, sur une diffusion de l'existence du réseau, sur une affiche dans votre cabinet. Ça, c'est une chose. Et à partir du moment où vous rentrez, il y a une information qui doit être donnée justement au patient et il peut exercer un droit de retrait, c'est-à-dire de ne pas participer. Mais en fait, sur tous les patients que vous n'avez pas vus depuis 3 ans et qui sont dans la base de données, a priori, on devrait pouvoir utiliser ces données-là. Mais pour les nouveaux, il faudra quand même qu'ils soient au courant. Et donc, en conséquence, notre éditeur de logiciel doit nous mettre à disposition un dossier qui peut être bloqué si le... Alors ça, c'est le travail de l'OAMX. Ah. C'est de pouvoir justement gérer les accès par médecin pour chaque patient en fonction justement de la demande d'être sorti en fait de l'échantillon. De toute façon, on sait que c'est vraiment une pierre angulaire sur ce projet-là que de garantir aux patients qu'ils puissent ou pas participer. Dans la perspective dans laquelle on est, c'est aussi de voir quel est l'apport pour le bien commun que de partager ces données.
Il y a des comparaisons qui sont faites un peu entre le don d'organes et le don de données, ou le don de sang et le don de données. Et c'est quand même une vision à laquelle on adhère, parce qu'on voit bien que si c'est pour déployer des outils pour améliorer la qualité des soins, améliorer le fonctionnement de notre système de santé, voilà, enfin, tout le monde en bénéficie, et les patients en premier lieu. Évidemment que je vous donne un exemple tout bête, parce que là, sur l'identification des patients qui peuvent rentrer dans des études cliniques, il faut savoir que même dans les instituts de cancérologie, si vous avez un médecin qui est responsable d'un protocole et qui ne participe pas à une réunion de concertation ou est présenté un dossier d'un patient, ce patient-là peut ne pas bénéficier du protocole en cours parce qu'il n'a pas été identifié. Et que souvent, ça repose juste sur la présence en fait, d'une personne. Et en réalité, c'est une perte de chance pour le patient. Et ça, c'est des choses auxquelles, en montant ce dispositif-là, on veut s'en affranchir et de pouvoir proposer tout ce qui est possible et tous les protocoles, quand il y a un bénéfice pour les patients qu'on a estimé, de pouvoir leur proposer et de pouvoir justement les alerter quand ils sont exposés à un risque particulier. Voilà. Merci beaucoup. Juste pour compléter, on va se baser en fait sur le principe de la non-opposition. Donc les patients devront être informés, mais juste pour compléter ce que disait David, il n'y aura pas de consentement systématique à faire signer à chaque patient pour intégrer le projet, bien entendu. Sinon, ce serait beaucoup trop lourd. Par exemple, on peut imaginer en pratico-pratique, quand on prend un nouveau patient dans notre patientèle, on prévient que voilà... C'est ça, on prévient, on met des affiches, on met des petits papiers aussi au secrétariat qui vont l'informer du projet. Merci. On passe au Euro. Bonjour, Sébastien Barbarou, je suis médecin généraliste à Paris et je suis maître de stage universitaire. J'ai un logiciel qui me permet de coder les dossiers. Je commence à les coder depuis quelques semaines, mais ça fait 8 ans que j'ai ce logiciel. Concrètement, est-ce qu'il va être imposé aux fournisseurs de logiciels de permettre un codage un peu automatisé pour que chaque consultation, ce soit pas... Alors attendez, avant d'écouter votre motif, je vais déjà recoder votre dossier enfin voilà. Alors, merci pour cette superbe question. En fait, on ne s'interdit aucune démarche dans le cadre de projet P4DP pour recueillir les données. Donc, c'est superbe si déjà vous êtes astreint à une codification des motifs, des diagnostics, etc., selon une classification que vous avez choisie pour l'instant. Mais c'est pas on n'oblige pas en tout cas les médecins participants à le faire pour l'instant. Évidemment que si on maîtrise en fait les termes diagnostiques selon une classification, un dictionnaire, c'est aussi un outil pour la pratique en général que de bien nommer les choses. C'était Camus qui disait que mal nommer les choses ajoute du malheur au monde. Mais en médecine, c'est encore plus vrai, et surtout quand entre professionnels, on a bien besoin d'identifier qu'on parle des mêmes choses pour traiter les patients de façon, on va dire, selon les recommandations. Donc, l'idée, c'est de proposer du transcodage sur du texte libre quand ce n'est pas codé, de pouvoir utiliser du codage quand cela a été fait, d'accompagner les médecins à bien utiliser les classifications qu'ils auront décidé d'utiliser, et aussi pour eux de voir le bénéfice que de faire cela. Mais plus encore important que les termes utilisés, c'est aussi où est-ce que vous mettez l'information. C'est-à-dire que la raison pour laquelle le patient vient, c'est à un endroit, le problème de santé identifié, c'est à un autre endroit, les symptômes, ça peut être encore à un autre endroit, et il faut bien se mettre d'accord sur où est-ce qu'on met ces informations-là pour pouvoir après les recueillir de la meilleure manière qui soit. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à tous les aspects. Oui. Merci. Merci. On passe de l'autre côté. Bonjour, Nicolas Dechano, je suis médecin généraliste à Ipsos Santé à Paris. Tout d'abord, toutes mes félicitations pour cette plateforme. C'est vraiment très satisfaisant de voir que le CNGE et les institutions reconnaissent l'importance de ce type de plateforme. Moi, j'ai besoin d'un éclaircissement sur le modèle économique. Si j'ai bien compris, pendant 3 ans, c'est financé. J'ai du mal à comprendre comment ça va fonctionner après. Moi, mon inquiétude en tant que chercheur, c'est pour accéder à cette base, en partant du principe que mes patients sont dessus, est-ce que je vais devoir payer pour faire de la recherche sur cette base de données ? Merci beaucoup. C'est des questions importantes. Alors effectivement, l'appel à manifestation d'intérêt finance le projet pendant 3 ans. Quelque part, il y a un deal implicite avec les pouvoirs publics pour dire que tout va dépendre de l'évolution du projet dans les 3 années. Si on arrive à fédérer et mobiliser autour du projet
et que l'ensemble des UFR participent et qu'on a un nombre suffisant de médecins qui permettent de recueillir les informations, on a un engagement tacite des pouvoirs publics à continuer à financer sur fonds publics le projet. Si jamais on n'y arrive pas et qu'on a 10 médecins qui participent dans 3 ans, il n'est pas certain que le projet soit reconduit, et donc il y a un enjeu de mobilisation qui est absolument majeur. Le deuxième point sur la question du financement, la question qui est, est-ce que moi, pour accéder aux données, je vais devoir payer en tant que tel? Est-ce que les données vont être payantes? Dans l'absolu, non, mais en réalité, c'est plutôt un modèle un peu type Constance qu'on souhaite proposer. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez son fonctionnement, en gros, c'est de dire, non, les données, on ne va pas faire payer, notamment les universitaires de médecine générale et tous les chercheurs qui souhaitent y accéder, parce que l'objectif, c'est de produire la recherche. Simplement, le fait de nettoyer ces données, de les mettre à disposition, ça nécessite du temps humain et tout ça. Et donc, dans les appels à projets qui sont déposés pour aller travailler sur ces données, il faut quand même mettre une ligne sur le temps humain qui va être nécessaire pour aller nettoyer les données et obtenir celles qui sont nécessaires au projet. Et donc, voilà, il faut aussi l'anticiper dans les appels à projets. Ça marche ? Je peux peut-être juste compléter, puisque cette question du modèle économique des bases de données de santé, en fait, elle est beaucoup plus générale. On se pose exactement la même question sur les entrepôts de données de santé au niveau des établissements de santé. Donc, il y a un comité stratégique des données de santé qui a été créé par la loi quelques temps après la création du hub, qui vise à structurer une vision stratégique pour la France en matière de données de santé. Et donc, forcément, si on se dit qu'on décrit un patrimoine national, se pose immédiatement la question de comment on le finance. Et donc, on a lancé des travaux à l'été dernier. Donc, nous, au niveau du Health Data Hub, on est membre de ce comité et on en assure le secrétariat, mais c'est un comité qui est présidé par le ministre. Donc, sa présidence est déléguée à une de ses directions, l'adresse. Et donc, ces travaux visent à... de mon point de vue, aligner les pouvoirs publics sur la nécessité de financer par de l'argent public ces infrastructures qui ont vocation à être nationales. Et à côté de ça, on peut tout à fait avoir des partenariats publics-privés et trouver des moyens financiers qui viennent du secteur privé, mais l'idée, c'est quand même que les données puissent être ouvertes le plus largement possible et que la recherche académique n'ait pas justement à payer. Maintenant, il faut du coup que la puissance publique s'investisse pour maintenir ces infrastructures. Et je comprends aussi que dans l'histoire de l'Observatoire de médecine générale, c'était déjà un sujet. Donc, si on a une vision stratégique qui va au-delà de ce projet-là, les données de l'assurance maladie font partie de la réflexion, les données médico-administratives des agences sanitaires, etc., je pense qu'on pourra davantage garantir une pérennité. Mais en effet, ça va aussi dépendre de la preuve du projet. Bonjour, Pierre Humonier, je suis chef de clinique à Lyon. Merci beaucoup pour cette présentation et que je trouve très enthousiasmante. On a bien compris, vous l'avez bien souligné, que la qualité des données est le nerf de la guerre. Vous dites que les médecins n'auront pas à coder, mais qu'en même temps, ils vont être formés à mieux utiliser les logiciels métiers. Je crois que l'inquiétude principale des chercheurs qui vont s'appuyer sur cette base va être « est-ce que je vais utiliser des données de bonne qualité ?» Et les inquiétudes principales des cliniciens qui vont utiliser les systèmes de la décision va être « est-ce que je ne vais pas être soumis à un biais d'automatisation qui va faire que je vais trop m'appuyer sur des préconisations au motif qu'elles sont issues d'un algorithme réputé fiable parce que issu de l'IA, etc. » Et donc par rapport à ça, ma question c'est est-ce qu'aujourd'hui il y a des procédures de contrôle qualité des données suffisamment validées pour qu'on s'assure en tant que chercheur et en tant que clinicien qu'on puisse les utiliser réellement, ces données? Alors, il y a plusieurs aspects. Je vais reprendre je vais commencer par déconstruire le fantasme de l'IA. On n'est pas dans cette... Alors, je vous ai présenté un projet sur la prédiction des hospitalisations et j'ai essayé en tout cas de préciser le fait que c'est quelque chose qui nécessite une validation. Donc pour l'instant, c'est fait sur des données de vie réelle et en fait, quand on valide des algorithmes, en tout cas sans validation clinique derrière, la première validation, c'est de prendre un échantillon, de faire apprendre sur cet échantillon-là, de tester donc l'algorithme qui a appris sur l'autre partie de l'échantillon et de voir qu'est-ce qu'on retrouve et si finalement c'était vraiment ça en termes de prédiction d'hospitalisation. Et c'est là où on se retrouve à 90% de choses à peu près identiques, si on devait schématiser les choses.
Mais une fois qu'on a fait ça, il faut quand même faire une étude clinique et un suivi de cohorte pendant 10 ans ou pendant 2 ans, si on avait dit que c'était 2 ans là, pour voir ce qu'il en est réellement. C'est tous les algorithmes, enfin il n'y en a pas beaucoup, hein, à ma connaissance il y en a 2, qui ont été financés qui sont remboursés par l'assurance maladie, notamment dans le domaine du cancer et sur le suivi du cancer du poumon. Il y a eu une étude clinique derrière qui a validé. Le guichet, en tout cas Genius, qui est mis en place autour de la création des algorithmes qui utilisent ces bases, évidemment, ça ne peut pas souffrir l'absence d'une étude clinique qui valide en fait la proposition d'algorithme qui, bien souvent, en fait, s'apparente à un score, à un test de score. Enfin, après, on peut mettre tout l'habillage sémantique qu'on veut autour de ça pour le rendre très sexy, mais ça reste quand même un test, quoi, au final. Donc ça, c'est une première chose. Vous voulez peut-être... Non. Donc après, sur la question de... On ne veut pas forcer les gens à coder, etc., la qualité des données. Sur les données de vie réelle, la réalité, c'est que c'est les données qu'on a dans nos dossiers. Donc si elles ne sont pas de bonne qualité, la question, c'est la qualité des soins derrière. Puisqu'en fait, la réalité du soin, quand on doit la rapporter, c'est la réalité de la qualité des données qui sont inscrites dans nos dossiers. Si ce n'est déjà pas le cas, c'est un problème qu'on a à gérer de toute façon. Donc, ce n'est pas un truc en plus. C'est sûr, la question, c'est de savoir est-ce qu'on va s'appuyer sur ces données-là ou pas. Mais moi, je vous renvoie à des études cliniques, enfin des études de vie réelle qui sont faites sur des données du PMSI, où on sait très bien qu'il y a du surcodage, parce qu'en plus, derrière, il y a des financements qui dépendent en fait des codages qu'on met, donc qui peuvent tout à fait biaiser les données réelles qui sont présentes dans les hôpitaux. Pour l'instant, on ne leur pose pas la question, hein. Après, l'étude clinique qui s'appuie sur un critère d'inclusion et d'exclusion, c'est des travaux auxquels la SFMG en fait, a déjà réfléchi, qui peuvent être intégrés aussi en utilisant d'autres classifications, qui sont juste de l'aide à bien nommer les choses, avec des critères à cocher ou à pas cocher. Et ça, c'est le travail qu'on a ciblé avec le Collège de la médecine générale, c'est-à-dire avoir une brique qui permet de bien identifier les entités maladies avec oui, il a tel symptôme, non, il n'a pas tel symptôme, pour le valider. Ce qui revient à peu près aux critères d'inclusion et d'exclusion des études cliniques pour augmenter la qualité. Mais on préfère mettre en place les choses, montrer la qualité actuelle, se dire qu'effectivement, et on sait que ça va arriver, il va falloir monter la qualité, mais c'est plus facile sur un dispositif mis en place où on rajoute de l'aide pour améliorer la qualité, plutôt que de se dire on n'y va pas parce que la qualité ne va pas être bonne dès le début. C'est la stratégie qu'on a choisie sur ce coup-là. Mais évidemment que c'est un sujet qu'il faut adresser parmi tant d'autres. Peut-être juste, juste un mot de complément très rapide là-dessus, parce que c'est un sujet absolument capital. Le parti pris qui a été pris dans ce projet, c'est d'accompagner les médecins qui participeront, non pas en leur imposant un codage, parce qu'on sait que ça ne marche pas, mais le projet a obtenu des financements pour des formations, pour les aider à mieux structurer leur logiciel, enfin les données contenues dans les logiciels métiers, et on veut travailler en partenariat avec les éditeurs de logiciels là-dessus. Donc l'idée, c'est de financer les médecins pour qu'ils puissent se former à utiliser au mieux les potentialités de leur logiciel, et de ce fait, d'avoir de la donnée de qualité qui pourra être utilisée. Je voulais juste rajouter qu'il y a des standards méthodologiques pour évaluer la qualité des données dans un registre, une cohorte, une plateforme, etc. Donc on peut se servir, il y a même des standards européens sur la qualité des données. Donc c'est jamais parfait, mais on peut vraiment l'améliorer. Je voulais juste compléter ce que vous avez dit concernant l'évaluation. Attention, ce qui est évalué aujourd'hui en France, ce sont les solutions qui sont utilisées par le patient, avec IA, par exemple, vous avez cité le suivi du cancer du poumon, et ceux-là sont remboursés par la sécurité sociale, et donc ils sont évalués au même titre qu'un autre DM. Aujourd'hui, les solutions qui sont utilisées par les professionnels, par contre, ne sont pas évaluées, c'est tout le travail qu'on essaye de faire actuellement. Il nous reste du temps pour une toute petite question, parce qu'on l'a déjà débordé. Bonjour, Cédric Peignot, je suis interne à l'UVSQ. Une question sur est-ce que vous avez envisagé l'utilisation d'un logiciel métier unifié, particulièrement pour les jeunes installés, en dehors des plateformes privées? Alors, c'est un projet ambitieux. Je vous remercie pour cette question. À l'heure actuelle, et par souci de pragmatisme, on souhaite vraiment travailler en collaboration avec les éditeurs existants. Peut-être
que ça peut être quelque chose qui peut se réfléchir à moyen terme, mais en tout cas aujourd'hui, on a des discussions avancées avec beaucoup de solutions métiers, et on pense que voilà, il faut vraiment avancer d'abord avec les acteurs existants pour réussir à mettre le projet en place rapidement. Et une vraie dernière question pour donner une petite note internationale à cette table ronde. Fokker, et je suis médecin généraliste à Bruxelles dans une maison de santé et enseignant au département de médecine générale de l'Université libre de Bruxelles. Et je collabore depuis longtemps avec les spécialistes ici français sur le sujet, David, Mathieu. Et donc je voulais apporter quelques éléments parce que je suis très intéressé dans ces sujets. Par rapport à l'histoire de Microsoft, en fait, il y a aussi une réponse juridique à ça, c'est-à-dire qu'il y a l'arrêt Schrems II, qui est un arrêt de la Cour de justice européenne, qui sort, en fait, qui insiste beaucoup sur la liberté et les droits européens et la manière dont on les considère en Europe, et qui dit que même des sociétés étrangères qui traitent des données en Europe doivent respecter le RGPD, par exemple. Et donc, cet arrêt, pour l'instant, c'est une jurisprudence, il n'est pas appliqué systématiquement, mais il y a cette conception européenne des données qui commence vraiment à émerger. Et quant à l'aspect technologique, pour avoir une souveraineté, eh bien j'encourage, comme c'est des budgets extrêmement importants, par exemple, à faire des demandes au niveau européen, parce que nous aussi en Belgique, au niveau de la médecine générale, moi j'ai un beaucoup plus petit réseau que je gère au niveau universitaire, mais il y a des choses qui sont faisables, donc là c'est peut-être des partenariats à faire. Et alors j'ai un autre élément par rapport au référentiel dont vous parliez, Madame la Présidente de la HAS, les référentiels métiers et les référentiels de formation, ils existent déjà, parce qu'en fait, au niveau des compétences métiers, qui sont très proches du raisonnement clinique et qui apportent vraiment, donc en fait, la réflexion sur toutes ces bases de données, comment on encode, comment on suit les patients, etc. C'est très proche, ça permet d'améliorer les soins au quotidien de manière individuelle, et tous les référentiels existent déjà, en fait. Et il faut vraiment intégrer les professionnels dans les commissions ad hoc, parce que cette manière d'évaluer aussi ces soins, elle est très bénéfique en général pour la médecine, et donc vraiment les documents existent, il faut juste les intégrer dans les procédures actuelles. Merci beaucoup. Oui, les référentiels sur les logiciels, c'est des référentiels HAS, hein, on travaille beaucoup dessus, et alors on vous encourage vraiment à venir travailler avec nous. Je sais que ça prend du temps, qu'on vous dédommage un peu, mais voilà, on est une institution publique, donc c'est toujours modéré. Mais clairement, la présence de généralistes de terrain améliore beaucoup les travaux qui sortent de chez nous. C'est incontestable et indéniable. Donc bienvenue à bord. J'encourage aussi le CNU à valoriser ces actions. C'est du travail de santé publique, finalement. Participer à des commissions ou des groupes de travail. Allez, une toute petite dernière question, très très courte, pour terminer. Brice Aimé, je suis maître de conférence à Bordeaux. Alors, entre autres, on s'occupe, nous aussi, sur le terrain des CPTS. Et on se rend compte qu'on a besoin de données, non seulement pour élaborer les projets de santé, mais peut-être aussi pour les piloter. Alors, voilà, est-ce que ces données, en dehors des projets de recherche, seront possiblement accessibles dans ce cadre-là ? Alors, c'était le sens de l'intervention, hein, de bien dire que c'était pour le soin et pour pouvoir justement rendre compte sur des protocoles que vous mettez en place au sein des CPTS, mais les tableaux de bord, en termes de restitution, ça va ? Non, bon. En termes de restitution, c'est bien qu'on ait à cet échelon CPTS pour justement travailler avec les CPTS sur quel type d'indicateur vous avez besoin. Et c'est variable en plus d'une CPTS à l'autre. C'est là où il y a quand même un point qu'il faut apporter, c'est on va travailler sur des cas d'usage, mais si on a vraiment besoin d'un système d'information avec des tableaux de bord spécifiques, il y a quand même des financements à demander aussi, ou que la CPTS finance en fait ce travail-là. Parce qu'on donne l'accès aux données, on propose une méthodologie, il y a une infrastructure qui est disponible, mais dans le projet P4DP strictement, on ne pourra pas financer tous les tableaux de bord de restitution. Ça demande quand même du travail en amont, mais voilà, enfin, on souhaite que les CPTS soient partenaires de ce projet-là, évidemment. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. J'espère que ces différentes interventions vous auront convaincus de l'intérêt et de la pertinence de ce projet. On attend les médecins référents, leurs représentants cet après-midi à l'atelier P4DP dédié, en deuxième partie d'après-midi. On se retrouve en début d'après-midi dans ce même amphi pour le ministre de la Santé et de la Prévention. Merci à toutes et tous pour votre écoute et vos questions. On vous souhaite un très bon congrès. Merci.